Elle était simplement en train de dessiner dans le parc, tandis que son fidèle chien était couché à ses côtés. Tout était calme, jusqu'à ce que trois riches voyous décident de transformer sa douleur en divertissement. Ils ont retenu sa poussette, la forçant à regarder comment il maltraitait son chien d'assistance. Elle pensait que c'était la fin, mais ils ne savaient pas qui courait dans le parc à proximité. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La chaleur d'Atlanta semblait peser sur chaque respiration, comme si l'air lui-même voulait retenir ceux qui s'aventuraient dans le parc Piémont. Les feuillages des grands ormes formaient au-dessus des allées un plafond mouvant, découpé par la lumière instable d'un soleil brûlant. Au cœur de cette tranquillité, Emily Carter travaillait avec la minutie d'une femme qui avait appris à redéfinir le monde par ses mains. Assise dans son fauteuil roulant, elle effleurait la toile avec une concentration presque douloureuse, attentive aux jeux de lumière sur le bassin du petit fontaine qu'elle peignait. Rien à cet instant ne signalait la menace qui s'approchait. Tout n'était que calme, souffle, odeur de peinture fraîche et légère brise humide. Atlas, son fidèle berger allemand, était étendu à côté d'elle, son museau posé sur ses pattes, les oreilles légèrement relevées comme deux antennes capables de capter ce que ses yeux ne voyaient pas encore. Il respirait tranquillement, mais sa posture demeurait celle d'un gardien entraîné, prêt à réagir avant même qu'elle ne puisse formuler une pensée. Émilie caressait parfois son flanc d'un geste automatique, ressentant à travers la chaleur de son pelage un apaisement dont elle dépendait depuis 2 ans, depuis la nuit où un conducteur ivre avait renversé la voiture dans laquelle elle rentrait d'une répétition. La danse avait été sa vie, son langage, sa façon de dire au monde qu'elle existait. Désormais, ses jambes immobiles lui rappelaient chaque jour ce qu'elle avait perdu, mais jamais autant que la peinture ne lui rappelait ce qu'elle pouvait reconstruire. Ce matin-là, elle avait presque oublié la douleur sourde qui accompagnait chacune de ses pensées. Les couleurs se mêlaient sous ses doigts. Le pinceau glissait. Atlas respirait régulièrement et, pour un instant fragile et précieux, elle se sentait simplement vivante. Pourtant, une tension invisible s'insinua dans l'air bien avant qu'elle n'en comprenne la raison. Atlas redressa la tête d'un coup sec, les oreilles attendues, le regard fixé vers l'entrée du parc. Émilie suivit son mouvement, prête à lui parler pour le rassurer, mais elle n'en eut pas le temps. Un rugissement mécanique fendit soudain le calme du parc. Un véhicule de luxe, brillant comme une lame exposée au soleil, s'arrêta brutalement près de l'allée. La carrosserie reflétait toute l'arrogance de ceux qu'elle transportait. 3 jeunes hommes en descendirent avec la désinvolture de ceux qui ne connaissent ni limites ni conséquences. Le premier, Logan Whitmore, avançait avec une assurance presque provocante, comme si chaque pas était une affirmation de son pouvoir. Héritier d'un empire immobilier, il avait grandi dans l'idée que tout lui appartenait et que tout le monde devait s'incliner. Ses 2 amis, Troy Benson et Cameron Hale, le suivaient comme 2 ombres complices, moins charismatiques que lui, mais tout aussi capables de cruauté par simple ennui. Émilie sentit son cœur se serrer dès le premier regard qu'ils posèrent sur elle. Elle connaissait ce regard. C'était celui qu'on adresse à un objet, pas à une personne. Une cible facile, quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Atlas, lui, se leva immédiatement, son corps massif se plaçant entre elle et les 3 silhouettes qui avançaient lentement, comme des prédateurs attirés par l'odeur de faiblesse. Le bruit léger des pas sur le gravier devint soudain plus menaçant que n'importe quel grondement. Logan sourit, un sourire mince, tranchant, sans chaleur. Émilie tenta de respirer profondément, sentit la panique ramper en elle avec une rapidité qu'elle n'avait plus connue depuis son accident. Elle essaya de garder la voix posée lorsqu'elle leur dit que son chien était un animal d'assistance, entraîné, qu'il ne fallait pas l'approcher de manière agressive. Mais ces mots se perdirent dans l'air lourd. Les 3 jeunes hommes se regardèrent, amusés, comme si elle venait d'énoncer une invitation et non un avertissement. Atlas grogna, un son profond qui trahissait sa tension. Mais ce fut précisément cela qui déclencha la réaction de Logan. Touché dans son ego par ce simple grognement, comme si la présence d'un animal protecteur mettait en doute son autorité naturelle, il se pencha légèrement, ses yeux brillants d'une colère froide, puis leva brusquement la jambe. Émilie n'eut pas le temps de crier avant de voir la frappe s'abattre dans les côtes de son compagnon. Le choc fut brutal, résonnant dans le silence stupéfait du parc. Atlas gémit
cherchant à reprendre équilibre, mais un second coup arriva presque aussitôt, puis un troisième. Troy et Cameron attrapèrent les poignets du fauteuil d'Emily et la bloquèrent net, l'empêchant d'avancer ou de tendre la main vers son chien. Elle hurla son nom, mais sa voix ne semblait atteindre personne. Il y avait dans le rire étouffé des agresseurs quelque chose d'absolument inhumain, un plaisir malsain à voir la douleur et la terreur se mêler dans les yeux d'une femme qu'il croyait impuissante. Atlas voulait encore se battre, mais chaque tentative d'avancer se soldait par un nouveau coup. Emily se sentait suffoquée, incapable de protéger celui qui, depuis 2 ans, avait été ses jambes, sa force, son équilibre. Les larmes brouillaient sa vue, mais elle continuait à appeler à l'aide, même si une partie d'elle savait déjà que personne ne viendrait. Et pourtant, quelqu'un arriva. Pas n'importe qui, pas un passant indifférent. Un homme au regard coupant, à la course solide et régulière, un homme qui ne tarda pas à changer le cours de ce moment. Nathan Cole, engagé dans les forces spéciales du corps des Marines, courait sur la piste de jogging voisine lorsqu'il entendit le cri désespéré d'Emily. Le son le traversa comme une alarme interne, et son corps réagit avant même qu'il n'ait le temps de réfléchir. Il quitta la piste d'un mouvement vif, s'élança vers la scène en évaluant instantanément la situation. 3 hommes, une femme immobilisée, un chien blessé, un risque imminent. Ses pas s'étaient transformés en attaque avant même que Logan ne comprenne ce qui arrivait. Nathan frappa d'abord Troy, rapide et précis, l'envoyant au sol avec une facilité terrifiante. Cameron tenta de réagir mais fut désarmé par une clé de bras qui le laissa haletant, incapable de se relever. Logan recula instinctivement, les yeux écarquillés, découvrant dans le visage de Nathan quelque chose qu'il n'avait sans doute jamais vu. La certitude, pure et glaciale, de quelqu'un qui n'avait pas peur de lui. C'était un regard que l'argent ne pouvait acheter ni neutraliser. Logan finit par s'enfuir, suivi par ses 2 acolytes mal en point. Nathan ne les poursuivit pas. Son attention était entièrement tournée vers Emily et Atlas. Le chien respirait difficilement, et Emily, tremblante, avait du mal à prononcer une phrase cohérente. Nathan s'agenouilla près d'Atlas, palpant avec une douceur inattendue les côtes probablement fracturées. Il parlait d'une voix calme, rassurante, comme s'il cherchait autant à apaiser l'animal que sa maîtresse. Puis, il aida Emily à rassembler ses affaires, la sécurisa dans sa voiture, prit Atlas dans ses bras avec un soin presque tendre et les conduisit tous les 2 à la clinique vétérinaire d'urgence. Quand il lui donna son numéro avant de partir, il ne le fit pas par politesse, mais comme une promesse silencieuse. Emily comprit sans qu'il ait besoin de l'expliquer que cet homme ne la laisserait pas seule si elle avait encore besoin de lui. Et elle sentait, au fond d'elle, que ce besoin ne faisait que commencer. Elle ne savait pas encore que ce jour n'était que le premier acte d'une épreuve bien plus sombre, mais elle le sentirait bientôt. Et alors, elle aurait besoin de Nathan plus qu'elle n'aurait jamais osé l'admettre. La nuit qui suivit l'attaque au parc pesa sur Emily comme un manteau trop lourd, imprégné d'angoisse et de souvenirs douloureux. Elle avait passé des heures à la clinique vétérinaire, à observer les gestes précis des spécialistes s'affairant autour d'Atlas. Le berger allemand, malgré sa douleur visible, gardait encore ce regard fidèle et attentif qui semblait lui dire qu'il restait là, qu'il ne l'abandonnerait jamais. Et pourtant, c'était elle qui se sentait terriblement impuissante. Nathan, qui était resté un moment à ses côtés, s'était éloigné lorsque les vétérinaires avaient pris en charge l'animal, mais il n'était jamais sorti de son esprit. Les rares phrases qu'il avait prononcées résonnaient encore en elle, comme un ancrage dans le chaos qui menaçait de l'engloutir. Quand il était parti, elle avait ressenti un vide plus grand encore que celui laissé par l'attaque elle-même. Quand elle quitta finalement la clinique, les rues nocturnes d'Atlanta semblaient étrangères, presque hostiles. Les lampadaires projetaient sur le trottoir des ombres longues et instables, et chaque mouvement dans son champ de vision lui faisait accélérer le rythme cardiaque. Elle se forçait à respirer lentement, mais c'était comme tenter de retenir une marée montante avec ses seules mains. Une fois arrivée chez elle, elle eut du mal à franchir la porte. Son studio, qu'elle avait toujours considéré comme un refuge intime, un lieu où ses douleurs s'apaisaient et où les couleurs reprenaient de vie, lui paraissait soudain fragile, exposé. Elle passa la nuit pratiquement sans dormir, sursautant au moindre bruit, les paupières lourdes, mais l'esprit incapable de se détendre. Lorsque le matin arriva enfin, une fatigue immense s'était installée en elle,
comme si la veille l'avait vidée de toutes ses forces. Pourtant, elle avait une tâche à accomplir, se rendre au poste de police. Une démarche qu'elle redoutait, mais qu'elle savait nécessaire. Son témoignage pourrait, pensait-elle, déclencher une enquête et empêcher les 3 agresseurs de recommencer. Elle passa près d'1 heure à se préparer, vérifiant qu'elle avait les documents qu'elle pensait utiles, révisant mentalement les faits, tentant de mettre de l'ordre dans ses émotions. Quand elle sortit de chez elle, l'air matinal avait une fraîcheur piquante qui contrastait brutalement avec la veille, mais cela ne la réconforta pas autant qu'elle l'aurait espéré. Le commissariat se trouvait dans un bâtiment gris et impersonnel, où le va-et-vient des uniformes semblait suivre un rythme mécanique. À son entrée, aucune expression ne se leva pour lui offrir un véritable accueil. On lui indiqua un comptoir où un sergent à l'air fatigué, les yeux rivés sur un écran d'ordinateur, lui demanda d'un ton presque automatique ce qui l'amenait. Quand elle lui raconta les événements de la veille, il leva brièvement un sourcil, non pas par empathie, mais par vague intérêt administratif. Il prit des notes, mais son attitude laissait entendre qu'il n'y croyait qu'à moitié, ou qu'il ne souhaitait pas s'embarrasser d'une affaire impliquant un nom comme celui des Whitmore. Chaque fois qu'elle mentionnait un détail important, il semblait regarder son clavier plutôt que son visage, lui donnant l'impression de parler à un mur. Émilie comprit rapidement que son témoignage allait être traité comme une gêne plus qu'une urgence. Le sergent lui posa des questions qui sonnaient comme des accusations voilées. Était-elle sûre d'avoir bien vu? Était-elle certaine que son chien n'avait pas attaqué en premier? Est-ce que, par hasard, elle n'aurait pas provoqué une réaction défensive? À chaque fois, Émilie sentait sa gorge se serrer un peu plus. Elle tenta de rester calme, mais elle percevait dans les attitudes des policiers une forme d'inertie bureaucratique, un désir de ne pas se confronter à des personnes influentes. Lorsqu'elle quitta finalement le poste, elle avait la sensation d'avoir été poussée hors d'un lieu où elle espérait trouver protection, mais où elle n'avait rencontré que froideur et indifférence. Elle n'était pas encore rentrée chez elle qu'elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle hésita avant de décrocher, mais sa voix tremblante répondit finalement. Une voix masculine, parfaitement maîtrisée, sans chaleur ni agacement, se présenta comme Samuel Crane, avocat de la famille Whitmore. Ses mots glissaient comme une lame luisante sous la lumière, aussi poli qu'inflexible. Il lui expliqua, d'un ton presque bienveillant, que la famille souhaitait éviter un scandale inutile. Ils étaient donc prêts à couvrir tous les frais médicaux du chien, à compenser les dommages émotionnels et matériels, à condition que l'affaire n'aille pas plus loin. S'il le fallait, ils pouvaient aussi s'assurer que les artistes locaux cessent de recommander ses œuvres, ou que les propriétaires de galeries trouvent soudain leurs espaces trop occupés pour accueillir ces toiles. Il n'eut pas besoin d'élever la voix pour que la menace devienne limpide. Si elle refusait, il ferait de sa vie un champ de ruines. Émilie resta un long moment silencieuse à l'autre bout du fil, les doigts crispés sur les accoudoirs de son fauteuil. Elle sentit les larmes monter de frustration et d'injustice. Au moment où elle voulut répondre, sa voix se brisa. L'avocat, semblant anticiper sa réaction, lui conseilla calmement de réfléchir à son avenir et mit fin à l'appel. Émilie resta seule, respirant avec difficulté, et tenta de reprendre le contrôle. C'était une pression qu'elle ne comprenait même pas entièrement, mais dont elle ressentait déjà les griffes s'enfoncer en elle. C'est alors qu'elle pensa à Nathan. Son numéro était dans son téléphone, inscrit de manière presque irréelle, comme si ce qu'il avait fait la veille avait dépassé les limites du possible. Elle hésita pourtant à l'appeler. Il lui semblait qu'elle n'avait pas le droit de solliciter encore une fois son aide. Mais lorsqu'elle repensa au regard froid du sergent, aux menaces masquées de l'avocat et au visage d'Atlas souffrant, quelque chose céda en elle. Ses doigts tremblants tapèrent le numéro presque d'eux-mêmes. Quand Nathan décrocha, il n'y eut aucune surprise dans sa voix, seulement une vigilance immédiate qui se transforma en une détermination silencieuse lorsqu'Émilie lui raconta la situation. Il ne perdit pas de temps à poser des questions inutiles. Il lui dit simplement qu'il arrivait. 20 minutes plus tard, il se tenait sur le seuil de son appartement, et la présence qu'il dégageait transforma l'espace comme si un mur invisible venait d'être ajouté pour la protéger. Il entra, observa chaque détail de la pièce avec le regard méthodique d'un soldat et commença à renforcer les portes et les fenêtres. Il savait quels angles étaient les plus vulnérables, où placer des renforts improvisés, comment créer des zones d'ombre qui joueraient en leur faveur en cas d'intrusion.
Il installa un petit système d'alarme, simple mais efficace, dont il expliqua le fonctionnement à Emily. Tout en travaillant, il lui parlait d'une voix calme, presque rassurante, comme s'il savait que chaque mot, chaque geste contribuait à éloigner son angoisse. Émilie, silencieuse, l'observait agir. Elle voyait la concentration qui animait son visage, la maîtrise dans chacun de ses mouvements, et elle se sentait à la fois réconfortée et vulnérable. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle perçut dans ses yeux une résolution qu'elle n'avait vue chez personne d'autre. Lorsqu'il eut terminé de sécuriser l'appartement, il se tourna vers elle avec un sérieux tranquille et lui assura qu'elle ne serait plus seule. S'il arrivait quelque chose, elle devait l'appeler immédiatement. Sa voix ne laissait place à aucune hésitation. Le lendemain, alors que le soleil commençait à peine à éclairer la ville, Émilie décida de sortir quelques minutes pour acheter de quoi manger. Elle se disait que repartir quelques instants, juste pour se changer les idées, l'aiderait à respirer un peu mieux. Elle ne s'éloigna pas longtemps, mais quand elle revint, le monde qu'elle retrouverait ne serait plus jamais le même. Pendant son absence, une autre forme de violence s'était abattue sur elle, plus sournoise encore que la précédente. Logan et ses amis, informés, peut-être par un appel ou par simple instinct, qu'elle était hors de chez elle, étaient entrés dans sa studio. Ils n'avaient pas seulement détruit des objets, ils avaient cassé des morceaux d'elle-même. Ses toiles déchirées pendaient en lambeaux sur les murs, les couleurs qu'elle avait appliquées avec tant de patience formaient maintenant des flaques chaotiques sur le sol, les meubles étaient renversés ou brisés. Mais ce qui fit vaciller Émilie dans une terreur glacée, ce fut la phrase écrite en grandes lettres rouges sur le mur. La prochaine fois, le chien. Elle sentit tout son corps se vider en un instant, ses mains se glacer, sa gorge se fermer. Lorsqu'elle appela Nathan, sa voix était si faible qu'il dut lui demander de répéter. Il comprit tout dès qu'il entendit le frémissement de panique dans ses mots. Quelques minutes plus tard, il franchissait la porte et ses yeux analysèrent la scène avec une précision froide. Il ne dit pas qu'il comprenait. Il ne dit pas qu'elle devait rester forte. Il agissait simplement, parce que l'urgence était trop grande pour les mots. Il posa une main ferme sur son épaule, l'aida à sortir du studio et lui dit qu'elle ne pouvait pas rester ici, que ce lieu n'était plus sûr. Il la conduisit dans un hôtel discret en périphérie de la ville, un endroit où personne ne penserait à la chercher. Atlas, encore affaibli, les accompagna, luttant pour marcher mais refusant de quitter Émilie. Ce soir-là, dans la chambre impersonnelle de l'hôtel, Émilie sentit une nouvelle réalité s'imposer à elle. Elle ne faisait plus face à de simples brutes, mais à une menace qui pouvait prendre tout ce qu'elle aimait. Mais elle comprit aussi, en observant Nathan surveiller la porte avant de partir, qu'elle n'était plus totalement seule. Et cette pensée, fragile mais réelle, serait le fil auquel elle s'accrocherait, même dans l'obscurité qui s'annonçait. La chambre d'hôtel où Émilie avait trouvé refuge semblait flotter hors du temps, comme si les murs avaient été conçus non pour protéger, mais pour isoler ceux qui les habitaient du reste du monde. Le silence y était lourd, presque étouffant, rompu seulement par les respirations irrégulières d'Atlas, étendu à ses pieds. L'animal, encore fragile, avait posé sa tête contre le lit, manifestant par ce geste simple toute sa loyauté silencieuse. Émilie, de son côté, restait assise, immobile, le regard perdu vers la fenêtre où les lumières lointaines d'Atlanta scintillaient comme des étoiles mortes. Elle n'avait pas la force de pleurer, ni même de vraiment penser. Tout ce qu'elle avait construit s'était effondré en quelques heures, victime de la cruauté de quelques hommes et de la lâcheté d'un système trop silencieux. Mais derrière cette sensation d'abandon, elle percevait une présence constante et rassurante, presque palpable. Nathan qui venait, partait, revenait, s'assurant à chaque pas qu'elle ne s'effondrerait pas sous le poids de ce qu'elle avait subi. Nathan était reparti après l'avoir installée dans la chambre. Avant de quitter la pièce, il avait posé sur elle un regard attentif, comme s'il cherchait à mémoriser chaque détail de son expression pour comprendre plus tard ce qu'il lui faudrait protéger encore. Il avait laissé la promesse de revenir une fois qu'il aurait géré quelque chose, sans préciser quoi. Elle ne lui avait pas demandé, car elle savait déjà que tout ce qu'il faisait était pour elle, pour Atlas, pour sécuriser ce qui restait de leur fragile équilibre. Quand la porte s'était refermée, elle avait ressenti une solitude brutale, mais en même temps, une confiance qu'elle n'avait plus éprouvée depuis longtemps. Il n'était pas parti pour l'abandonner, il était parti pour agir,
Pendant ce temps, Nathan avait repris la route vers la studio d'Emily. La nuit s'était pleinement installée, emportant avec elle les dernières nuances du crépuscule. Les rues étaient des calmes, presque désertes, mais il savait que ce calme n'était qu'un mensonge. Les ombres semblaient s'étendre dans des directions trop précises, comme si elles observaient, prêtes à se refermer sur ceux qui se croyaient en sécurité. Nathan avait appris, au cours de ses missions les plus sombres, que ce n'était jamais la lumière qui trahissait un danger, mais le silence. Il entra dans le bâtiment comme un homme qui entre sur un terrain d'opération, chaque geste calculé, chaque respiration contrôlée. La porte du studio était encore fracturée, témoignant de la brutalité des intrus. Le désordre régnait partout, mais derrière cette apparence chaotique, Nathan cherchait un schéma, une logique. Les dégâts n'étaient pas le fruit d'une colère impulsive, ils étaient le résultat d'une intention claire. Intimider, détruire, pousser Emily à fuir ou à se soumettre. Il prit quelques minutes pour analyser les lieux avec un soin presque militaire. Le sol, les murs, la poussière déplacée, les objets renversés, tout révélait la direction d'où les intrus étaient venus, leur manière de progresser, leurs hésitations, et même les moments où la panique avait pu les saisir. Ils se déplaçaient silencieusement, glissant entre les restes de toile et de pinceaux brisés, comme un spectre déterminé. Il observa attentivement la phrase taguée en rouge sur le mur, qui semblait encore vibrer d'une menace sourde. La prochaine fois, le chien. Ce message n'était pas seulement une intimidation, il signifiait qu'il reviendrait, qu'il voulait éliminer Atlas, non par vengeance, mais pour briser Emily là où elle était la plus faible. Nathan se releva et sentit un poids sombre s'installer dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement une question de survie. Il s'agissait de mettre fin à une menace qui ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas réduit une femme brisée à un silence définitif. Il savait, au fond de lui, qu'il n'y avait qu'une seule manière d'empêcher cela. Les arrêter avant qu'ils n'agissent de nouveau. Et pour les arrêter, il devait les attirer à lui au moment où il se croirait encore maître de la situation. Il commença alors à préparer le studio comme un champ de bataille contrôlé. Chaque meuble fut replacé non pas dans un but esthétique, mais stratégique. Cette partie de la pièce deviendrait un angle mort, celle-là une zone d'embuscade. Il évalua les sources de lumière, les ombres projetées par les objets et les possibilités de dissuasion. Il choisit finalement de laisser la plupart des lampes éteintes, de sorte que la pièce demeure dans une pénombre inquiétante, où seuls quelques reflets offraient des indices indistincts sur la disposition des lieux. Il plaça certaines choses volontairement à terre, comme si les agresseurs avaient laissé l'endroit intact après leur première destruction. Il voulait leur donner l'illusion qu'ils avaient tout le contrôle, que la studio leur appartenait encore, que personne ne les attendait. Une fois la disposition terminée, il sentit un léger mouvement contre sa jambe. Atlas, qu'il avait ramené avec lui quelques minutes plus tôt, s'était levé malgré ses blessures. Il s'approcha de Nathan avec précaution, la queue légèrement baissée, mais les yeux brillants d'une conscience aiguisée. Même affaibli, le berger allemand comprenait que quelque chose d'essentiel se préparait. Nathan posa sa main sur sa tête, ressentant sous ses doigts la tension de ses muscles, la volonté silencieuse qui l'animait. Étrangement, Nathan se sentit rassuré. Cet animal, comme Emily, méritait d'être protégé coûte que coûte. Il décida alors de garder Atlas près de lui, mais dans une zone sécurisée de la pièce, où il pourrait observer sans être en danger immédiat. Le chien comprit instinctivement qu'il devait rester calme. Il se coucha sans protester, son regard suivant Nathan dans l'obscurité. De retour dans l'hôtel, Emily n'arrivait pas à trouver le sommeil malgré l'épuisement. Chaque seconde lui semblait interminable, chaque bruit du couloir trop fort, trop menaçant. Elle se tenait sur le lit, les mains serrées contre ses genoux, cherchant dans le vide un peu de réconfort. Elle tourna plusieurs fois le téléphone dans ses mains, hésitant à appeler Nathan pour entendre sa voix et simplement s'assurer qu'il allait bien. Mais elle se retint. Elle savait qu'il agissait pour elle, et elle ne voulait pas devenir un poids supplémentaire. Pourtant, son cœur battait si vite qu'elle avait du mal à calmer son souffle. Ce fut seulement en posant sa main sur la tête d'Atlas, encore chaude et rassurante malgré sa douleur, qu'elle parvint à stabiliser son rythme. Le temps passait lentement du côté d'Emily, mais dans la studio, le temps semblait au contraire s'accélérer. La nuit devint de plus en plus sombre. Les bruits extérieurs se firent rares.
Nathan se plaça dans un coin stratégique de la pièce, invisible, immobile, comme une ombre prête à se détacher du mur. Il contrôlait sa respiration, ralentissant volontairement son rythme cardiaque, comme il avait appris à le faire sur le terrain. Chaque muscle de son corps restait tendu, mais son esprit était parfaitement clair. Il savait qu'il reviendrait. Il savait même à quel moment de la nuit il serait les plus susceptibles de frapper, lorsqu'il se croirait en terrain conquis et que le monde autour d'eux dormirait profondément. Il attendit longtemps, si longtemps que le silence devint presque une seconde peau, jusqu'à ce qu'un bruit, presque imperceptible, trouble cet équilibre parfait. D'abord un froissement, comme une semelle qui glisse sur des graviers, puis un second, plus affirmé. Les silhouettes apparurent près de l'entrée du bâtiment, d'abord floues, puis de plus en plus discernables, au fur et à mesure qu'elles s'approchèrent de la porte brisée. Les trois jeunes hommes parlaient entre eux, leur voix basse portant le ton d'une assurance arrogante. Ils riaient, évoquaient ce qu'ils allaient y faire. Comment cette fois ils ne laisseraient aucune trace vivante derrière eux. Ils évoquaient Atlas comme une nuisance à éliminer, un obstacle à leur message. Et tandis qu'ils pénétraient dans la studio, ignorant que chaque pas les rapprochait de leur propre défaite, Nathan sentit le monde se resserrer autour de lui. Le moment était venu, l'attente prenait fin, la confrontation allait commencer. Et dans la chambre d'hôtel, sans savoir ce qui se déroulait à cet instant, Émilie sentit soudain un frisson parcourir sa peau, comme si une connexion invisible l'avertissait que la nuit se jouait sans elle, mais pour elle, que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. Elle resta immobile, le regard fixé sur la porte, incapable de deviner l'étendue du combat qui s'apprêtait à éclater, mais certaine que Nathan, quelque part dans la ville, se battait pour protéger ce qu'elle avait d'encore. Lorsque les pas des trois intrus résonnèrent dans l'obscurité de la studio, le silence se tendit comme une corde prête à se briser. Nathan, immobile dans l'ombre, observait chaque mouvement, chacun d'eux amplifié par la pénombre. Les silhouettes de Logan, Troy et Cameron se détachaient faiblement dans le noir, hésitantes, comme s'ils n'étaient pas tout à fait certains d'être seuls. Pourtant, leur assurance bravache les poussa à entrer davantage, à fouiller le lieu avec une arrogance mal dissimulée. Ils croyaient revenir pour achever ce qu'ils avaient commencé, persuadés que la menace qu'ils avaient laissée sur le mur suffirait à maintenir Émilie dans la peur. Ils ignoraient que cette fois, quelqu'un les attendait. Quelqu'un qui n'avait ni l'intention de fuir ni celle de leur laisser une seconde chance. Nathan contrôlait son souffle, chaque inspiration calculée, maîtrisée. Il avait appris à écouter le battement de son propre cœur pour en faire un instrument, non une distraction. Atlas, placé à l'endroit le plus sûr de la pièce, gardait les yeux fixés sur les intrus, en retenant un grognement profond qui n'aurait fait qu'alerter trop tôt leur cible. Le chien, malgré sa douleur, semblait comprendre que cette nuit n'était pas une simple répétition de la précédente, mais qu'il s'agissait du moment où tout se jouerait. Nathan lui adressa un regard furtif, presque un ordre silencieux, et Atlas resta parfaitement immobile, tendu, prêt à suivre le moindre geste de son protecteur. Logan avança vers le centre de la pièce, jetant un coup d'œil autour de lui. Il prit une poignée de pinceaux brisés sur le sol et les lança contre un mur, comme pour rappeler sa domination, pour se prouver que rien ni personne ne pouvait entraver sa volonté. « Elle a eu sa chance », murmura-t-il à voix basse, d'un ton suffisant. « Cette fois, on s'occupe du chien. » Cameron acquiesça nerveusement, tandis que Troy, plus silencieux qu'à l'accoutumée, semblait moins sûr de lui. Peut-être une intuition, peut-être la conscience, enfouie mais tenace, qu'une menace invisible planait sur eux. Mais Logan, aveuglé par son orgueil, ne vit rien. Et c'est précisément au moment où il fit un pas de trop que Nathan passa à l'action. Le mouvement fut si rapide qu'un observateur extérieur aurait eu du mal à distinguer la transition entre le silence et l'impact. Nathan surgit de l'ombre comme un projectile humain, entraîné par des années d'opérations nocturnes et de combats rapprochés. Il attrapa Troy par l'épaule, le renversa d'un geste sec et le projeta contre le sol, l'assommant presque instantanément. Cameron n'eut pas le temps de comprendre ce qui se produisait. En voulant reculer, il trébucha sur un meuble renversé, offrant à Nathan l'ouverture nécessaire pour l'immobiliser d'une prise implacable. Logan, seul encore debout, resta figé un instant devant la scène qui se déroulait sous ses yeux, réalisant trop tard qu'il avait perdu le contrôle. Son regard croisa celui de Nathan,
Et dans ce bref échange, Logan perçut une vérité qu'il n'avait jamais affrontée. L'argent, l'influence, l'arrogance, rien de tout cela n'avait ici la moindre valeur. Nathan s'avança vers lui avec une lenteur calculée, comme un avertissement silencieux. Logan recula d'un pas, mais son talon heurta une table basse, le déstabilisant. Nathan ne donna pas de discours, ne prononça pas de menace. Il n'en avait pas besoin. Ce qui se jouait entre eux relevait d'une logique plus ancienne, plus fondamentale. Logan tenta un geste maladroit, voulant frapper ou pousser, mais Nathan para la tentative et le maîtrisa d'un mouvement rapide, précis, qui le réduisit à l'impuissance sans lui infliger plus de douleur que nécessaire. Quand Logan se retrouva au sol, Nathan se pencha légèrement, vérifiant l'état de Troy et Cameron. Ils étaient sonnés mais indemnes, incapables de causer davantage de tort. La lumière s'alluma enfin, baignant la pièce d'un halo pâle et révélant les visages défaits des trois agresseurs. La studio, encore marquée par les destructions de la veille, semblait soudain reprendre vie sous cet éclairage. Le contraste entre le chaos ambiant et la maîtrise absolue de Nathan formait une image saisissante, presque irréelle. Les intrus, désormais immobilisés, ne parlaient là plus. Ils savaient qu'ils avaient été vaincus, et cette certitude se lisait dans leurs yeux comme une ombre de terreur. Nathan prit alors quelques minutes pour rassembler les preuves. Il photographia les traces de sang, les graffitis, les objets déplacés, les marques d'effraction. Il utilisa également son téléphone pour enregistrer ce qu'il voyait, s'assurant que chaque détail serait consigné. Pour la première fois, l'évidence ne pourrait plus être étouffée par un nom de famille ou par un réseau d'influence. Il rangea ensuite son appareil et composa le numéro de la police. Quand il parla, ce fut d'une voix ferme, incontestable, qui ne laissait aucune place au doute. Il demanda une unité indépendante, précisant qu'il s'agissait d'une agression et d'une effraction flagrante, avec suspect maîtrisé. Les minutes suivantes semblèrent suspendues dans un étrange mélange de tension et de soulagement. Les intrus gisaient au sol, silencieux, incapables de fuir. Atlas, malgré sa fatigue, s'était rapproché de Nathan et posait sa tête contre sa jambe, comme pour s'assurer qu'il n'avait pas été blessé. Nathan, pendant ce temps, ne quittait pas la porte du regard, attentif au moindre bruit. Peu après, les sirènes retentirent au loin, apportant avec elles la promesse d'une justice qu'Émilie n'avait plus osé espérer. Les policiers qui entrèrent n'étaient pas les mêmes que ceux qu'Émilie avait rencontrés la veille. Ils examinèrent les preuves, observèrent les suspects, écoutèrent le récit de Nathan avec une attention concentrée, sans la moindre trace de doute ou de complaisance. Ils procédèrent à l'arrestation de Logan, Troy et Cameron avec une efficacité calme, leur rappelant qu'ils avaient le droit de garder le silence, mais que ce silence ne les sauverait pas. Logan tenta encore de prononcer quelques mots, parlant d'avocats, de malentendus, mais sa voix tremblait trop pour sonner convaincante. Les preuves étaient là, tangibles, indéniables. Lorsque tout fut réglé, lorsque les menottes claquèrent et que les suspects furent conduits vers les voitures de police, Nathan resta un moment seul dans la studio. Le lieu, autrefois un sanctuaire de couleurs et de création, portait encore les stigmates de la violence, mais quelque chose dans l'air avait changé. Le danger immédiat avait disparu. La menace qui pesait sur Émilie et Atlas avait été brisée. Il prit une profonde inspiration, ressentant la fatigue s'abattre sur ses épaules, mais aussi un sentiment de résolution, comme si une part essentielle de ce qu'il était s'était enfin exprimée. Nathan quitta la studio et prit la route vers l'hôtel. L'aube commençait à se lever, une lumière rosée filtrant à travers les immeubles et peignant la ville d'une douceur inattendue après les ombres de la nuit. Lorsqu'il arriva devant la chambre, il marqua une pause, comme s'il voulait reprendre son calme avant d'entrer. Quand il ouvrit la porte, Émilie se tenait près de la fenêtre, le regard perdu dans le ciel changeant. Elle se retourna lorsqu'elle entendit le bruit, et ce qu'elle vit dans les yeux de Nathan la fit respirer pour la première fois depuis ce cauchemar. Il était épuisé, légèrement blessé, les traits tirés, mais il était vivant et debout. Et surtout, il souriait doucement. Il s'approcha d'elle, et Émilie sut sans qu'il ne dise rien que tout était terminé, qu'elle n'aurait plus à craindre ces hommes, que la nuit avait été en leur faveur. Nathan lui expliqua calmement ce qui s'était passé, comment la police avait arrêté les trois agresseurs, comment les preuves suffisaient pour qu'ils ne puissent plus l'approcher. Elle l'écoutait,
les yeux brillants d'une émotion profonde, sentant une chaleur inconnue se répandre dans sa poitrine. Elle posa sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé de sens. Atlas, affaibli mais fidèle, se rapprocha d'eux et posa sa tête sur leurs jambes, comme pour officialiser cette nouvelle alliance silencieuse. Émilie prit une longue inspiration et sentit, pour la première fois depuis des mois, une paix réelle s'installer en elle. Elle comprit alors que la vie pouvait reprendre, que la peur pouvait être vaincue lorsque quelqu'un choisissait de rester, de protéger, de ne pas abandonner. Nathan, quant à lui, ressentit au plus profond de son être qu'après tant de combats, tant de missions éloignées et d'ombres affrontées, il venait enfin de défendre quelque chose qui avait un sens véritable. La dignité, la sécurité et le cœur d'une femme qui, malgré toutes les blessures, trouvait encore la force de croire. Si cette histoire t'a touché, ne pars pas sans rien dire. Découvrez nos autres histoires, où vous attend un nouveau sauvetage inattendu. Cliquez sur « S'abonner » pour ne pas manquer la suite de la lutte pour la justice. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir, de protection et de bonté. Où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Écrivez-le dans les commentaires, nous lisons tout.